Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle émission Décrassage avec un nouveau concept, le face à face avec chaque chroniqueur qui invite un petit peu son coup de cœur. Moi j'ai la joie, le privilège d'inviter Grégoire Axelrod, auteur du livre Pro à tout prix, le filou du foot vide son sac. Alors on va essayer, Grégoire, que tu puisses vider ton sac en toute intimité, en toute confession aussi. Merci de répondre à cette invitation et j'aimerais déjà te poser cette première question. Comment t'es venue la passion du football? Alors en fait, je suis un grand passionné du football, mais je ne suis pas bon au football. Comme pas mal de supporters, on va dire. Et quand j'étais petit, je jouais dans mon jardin, j'étais hyper content, j'étais avec le ballon. En fait, ça me changeait les idées de jouer au foot. Et c'est pour ça que j'ai aimé le foot. C'est la liberté, c'est de penser à rien, se vider l'esprit. Et c'est vraiment ça qui m'a plu dans le football. Mais honnêtement, ça aurait pu être le basketball. Sauf que j'habitais un jardin où il y avait des buts et un ballon, donc j'ai joué au foot. Alors quel a été le plus grand obstacle pour toi dans cette carrière pour atteindre peut-être un rêve, même si tu disais que t'étais pas doué, tu t'es donné quand même les moyens. Alors en fait, ce qui était très compliqué, c'est que quand mon père est venu me voir jouer quand j'avais 10 ans, dans un tout petit club, j'étais enrobé, j'avais aucune technique quasiment, et on a perdu 4-0. Bon, moi j'étais content parce que mon père était là. Et quand on est rentré à la maison, mon père il m'a dit, mais t'es tellement nul au foot, je veux plus jamais que tu joues à ce sport. Et donc il m'a interdit de jouer de 10 à 18 ans. Donc on va dire que c'est quand même compliqué de jouer en pro quand d'une part t'es nul, et deuxièmement, t'es même interdit de jouer même dans un club à côté de chez toi. Et comment cette phrase de ton père a eu un impact sur toute ta vie finalement? Est-ce que ça a été une remise en question permanente, la peur de l'échec qui a guidé un petit peu ta vie? Alors, la réalité, c'est que je vivais dans une famille qui était aisée, donc je voyais aussi à l'argent que c'était aussi pas toujours positif, ça pouvait être très négatif. Et en fait, je voulais pas ressembler à mes parents, parce que mes parents, ils parlaient constamment d'argent, on habitait dans une grande maison, on avait des grandes belles voitures, etc. Mais je voulais pas leur ressembler, parce que je voyais que bah, l'argent, c'était un moyen, mais il fallait pas que ça soit la fin. Et donc, quand mon père m'a dit ça à 10 ans, je me suis dit, ok papa, tu verras, quand je serai grand, je deviendrai professionnel. Donc toute ma vie a changé, je ne pensais plus qu'à ça, c'était mon objectif de vie. Bon, c'est complètement fou, hein, je ne conseille pas aux autres, mais moi, ça a été mon moteur. Et, et qu'est-ce que tu as fait justement pour dépasser cet obstacle, ces paroles négatives, ce niveau, mais pour finalement atteindre ton rêve, parce que c'est un peu l'objet du livre que tu as sorti, de ton histoire. Comment t'en es arrivé jusque-là? Alors après, j'ai donné ma vie pour le football, hein, c'est-à-dire que même si je travaillais au McDo, je pensais football, je buvais football, je mangeais football, je dormais football. Franchement, honnêtement, j'étais à fond dedans. Même les filles, c'était le minimum. Je sortais jamais en boîte. Et après, j'ai réussi, après 10 ans, à signer au Canada un contrat professionnel. Moi, j'ai fait une année, j'étais content. C'était mon rêve qui a été réalisé. Mais bon, entre-temps, je me suis pris plein de claques avec le PSG, aussi avec les fans, avec le CSKA Sofia où je devais signer à la dernière minute. Ils m'ont annulé mon deal. Donc, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Alors justement, ce deal, on peut en parler, il est un petit peu particulier. Tu as réussi tu devais signer à Sofia, mais parce que tu avais un peu trafiqué ton CV, si j'ai bien compris, où il y avait des photos montage. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Alors en fait, quand j'avais 16 ans, j'étais en pensionnat pour des fils de riches à Bécon-les-Granites. Et un week-end, j'étais seul dans le pensionnat parce que j'habitais loin. Et je suis allé dans la salle internet et j'ai créé un blog, Grégoire Axelrod. Sauf que j'ai copié le blog de Ronaldo et j'ai mis des articles de l'équipe qui disaient Anelka vers le Real Madrid. Je mettais Axelrod vers le Real Madrid. Donc c'était complètement fou, on va dire. Et quand 2 ans plus tard, j'arrive à Paris à 18 ans et j'envoie des lettres à Chelsea, Manchester City, Arsenal, Swindon, etc., tous ces clubs de D1 et D2 anglaises, il y en a un qui tombe sur mon site et qui voit que je suis un prodige en fait, qui pense vraiment que c'est vrai. Et donc il m'invite à laisser en pro, alors que j'avais jamais joué en foot à 11, à Swindon Town, donc c'était en D2 anglaise. Et donc là, tout commence, parce qu'évidemment, on me fait rentrer en D2 anglaise, donc c'était une catastrophe le match, j'étais nul, tout le monde était hyper baraque, moi j'ai ressemblé à un petit étudiant, c'était une catastrophe. À un moment, il m'a quand même fait jouer, par respect, merci à lui, merci à l'entraîneur. Le gardien adverse, il fait un long dégagement sur un 6 mètres. Moi, je suis mal placé. Je fais une tête, je prends la balle en plein dans l'oreille, je tombe par terre et tout le stade rigole. C'est-à-dire que
Il a raté une occasion, ok. Mais moi, c'est pire. Ils ont rigolé tellement j'étais nul. Et donc, il m'a dit, écoute, c'est fini, ciao, tu rentres chez toi. Mais après, ça m'a donné l'envie de continuer. Vu que j'avais Swindon en D2 anglais, ça m'a ouvert d'autres portes. Et après, il y a eu le PSG. J'ai joué au PSG en amateur. J'ai signé en amateur au PSG. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que quand tu envoies des CV où tu dis, coucou, je suis au PSG amateur en 5e division district, t'as aucun club pro qui est intéressé. Même si tu pourrais être Cristiano Ronaldo. Donc je me suis dit, écoute, il faut jouer dessus sur le PSG parce que c'est vendeur à l'étranger. Et donc, en gros, je disais que je jouais avec le PSG réserve. Donc voilà, réserve avec un petit S qui mettait la place au doute. D'accord, donc c'était quoi la troisième, quatrième équipe du PSG avec laquelle tu avais signé en amateur? C'était une autre époque parce que maintenant ces clubs-là n'ont plus d'équipe amateur. Alors, en fait, j'étais même avec l'équipe 5. Donc, je sais pas si t'imagines, c'est-à-dire que c'était 2 entraînements par semaine. Il y avait quasiment personne aux entraînements. On jouait sur des terrains rouges, une catastrophe. Mais j'avais le beau maillot du PSG. Bon, moi, je suis né à Saint-Germain-en-Laye, j'étais fier et ça m'a ouvert des portes incroyables. Après, j'ai une copine qui bossait à la boutique du parc. Par coup de chance, elle m'a laissé faire une photo à l'intérieur du stade, ce qui était à l'époque incroyable aussi. Et donc j'avais un magnifique site internet, digne des plus grands joueurs, digne d'un ballon d'or. Mais après, la réalité sur le terrain, j'étais normal. Mais après, si demain, par exemple, en Ligue 2, on change le latéral droit de Laval pour le latéral droit d'Amiens, je suis pas sûr que le championnat est bouleversé. C'est-à-dire qu'il y a énormément de joueurs moyens dans le football et quelques stars. Mais nous, on est toujours en train de parler des stars. Mais si on parle des joueurs moyens, t'en as plein. Même en Coupe de France, on voit qu'il y a des exploits de clubs amateurs contre des pros, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux. Mais alors comment un joueur plutôt faible d'après ton père ou même toi-même, peut-être que ton père était trop dur, mais a fini par signer pro au Canada? Quelles a été les étapes que tu as mis en place quand même, parce que c'est pas donné à tout le monde, même si le championnat n'est peut-être pas l'un des plus forts au monde, mais le Canada, c'est quand même une nation robuste, sportive aussi. Ils sont dans le championnat de MLS. Comment on en arrive là? Donc, j'aurais pu signer au Luxembourg en D1, à l'époque quand j'étais au PSG en équipe 5. Mais j'ai préféré envoyer un pote qui était aussi en équipe 5 et qui a signé là-bas en D1. Moi, ce que je voulais, c'était faire les choses en grand. Je voulais pas signer au foot et jouer à Malte ou dans d'autres pays. Je voulais me tester dans un vrai championnat. Donc, j'avais un magnifique site internet. Le CSKA Sofia, ça m'avait quand même gonflé ma confiance footballistique parce que j'ai fait 3 jours d'essai et l'entraîneur voulait me signer. On parle quand même du CSKA Sofia à l'époque de Vladimir Manchev, il jouait la Coupe d'Europe, tu vois, c'était quand même une vraie équipe. Donc j'étais confiant sur mes capacités. Après, honnêtement, j'ai eu un peu un coup de chance parce que quand j'ai fait des essais, par exemple à Swindon une deuxième fois, en 2000, je crois que c'était en 2005, c'était filmé par Sky Sport et je te mets un but de 30 mètres, un petit lob magnifique. Je peux recommencer 50 fois, les 50 fois, ça va dans la tribune. Mais il y a eu but, j'ai eu la vidéo, donc ça m'a aidé aussi à ouvrir des portes. Et après, j'étais très fort physiquement, correct techniquement, intelligent. Bon, ça a suffi. Et puis après, j'étais européen. Au Canada, il n'y a pas une grande concurrence parce qu'il n'y a pas grand monde qui venait à l'époque. C'était en 2011. Et donc voilà, j'ai signé. Après, je ne vais pas te dire, j'ai signé un contrat de 15 millions par an, hein. Je ne vais pas te mentir que c'était 4 000 € par mois. Mais pour moi, c'était extraordinaire. Oui, et alors, finalement, à Sofia, ce que les gens savent pas, c'est que tu es à deux doigts de signer, ou enfin, savent peu, mais En fait, c'est un supporter qui dénonce un petit peu la supercherie, c'est ça? Exactement. Alors en fait, à Sofia, j'étais en Argentine. C'est un agent espagnol qui nous repère, moi et 2 autres Argentins. Il nous invite en test en Bulgarie. Donc moi au début, j'étais pas chaud. Après, il me dit que le club joue à la Champions League. Donc là, j'ai dit OK, je viens. On s'entraîne avec le club 3 jours. L'entraîneur dit à mon agent qu'il veut me signer. Alors en fait, eux, ils ont fait l'erreur de mettre en premier sur le site qui me signait, alors que normalement, tu signes le contrat et après, tu communiques. Mais comme nous, on était en stage en pré-saison, ils savaient que j'allais pas partir par la fenêtre dans la campagne autrichienne pour aller signer dans un autre club, tu vois. Et en fait, le soir où ils annoncent ma signature, tu as un fan du PSG qui va gentiment un fan du CSKA Sofia qui va gentiment sur le forum du PSG pour dire qu'est-ce que vous pensez d'Axel Roth, c'est un bon joueur ou pas. Et là, les mecs se sont déchaînés comme pas possible. Ils ont dit que j'étais un fake, un imposteur. Bon, je sais même pas ce que ça veut dire fake footballeur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu es sur un terrain, tu es bon, t'es pas bon. C'est simple, c'est un essai en fait. Donc là, je me suis fait détruire. Le petit Bulgare a eu peur. Il a envoyé un message à tous les journalistes bulgares. Et le lendemain matin, quand je vais au petit déjeuner, bah, je vois ma tête en une des journaux, tu vois. Donc là, je me dis, c'est bizarre. C'est soit ils me prennent pour David Beckham, donc là, c'est un gros kiff, ou soit il y a vu qu'il y a un problème, et c'est-à-dire que je suis très très mal. Et en fait, ils m'ont demandé de partir 1 heure après, et je suis rentré à Paris. Est-ce que de toute cette
période, ces épisodes, est-ce que tu as des regrets finalement d'avoir un peu fabriqué un personnage qui au final t'a nui alors qu'ils auraient pu te recruter? Bah, en fait, c'est un piège parce que si tu dis la vérité que tu joues en équipe 5, t'as aucune chance. Parce que moi, à mon époque, il n'y a pas de recruteur, il n'y a quasiment pas d'agent. Donc, j'étais obligé voilà, de faire un CV plus beau qu'il était, ça c'est clair. Mais si je l'avais pas fait, j'aurais jamais eu ces essais, j'aurais jamais pu connaître ces moments-là. Et après, bon, c'est le jeu. On sait que le système, il est verrouillé dans le foot. C'est-à-dire que celui qui a fait un centre de formation, même s'il est nul, il a beaucoup plus de chances de trouver un club qu'un petit qui a la campagne, qui est extraordinaire et qui met 60 buts par saison. C'est comme ça. Moi, j'avais personne dans ma famille qui joue au foot, donc je devais être inventif. Et je suis très content d'avoir fait ce que j'ai fait. Mais après, à notre époque, c'est différent. C'est-à-dire que maintenant, il y a des téléphones partout, des recruteurs. Il suffit que tu mettes un but de 50 mètres à côté de chez toi, même en 7 contre 7, pour que tu aies le Real Madrid qui te contacte. Tu vois, c'est ridicule. Mais moi, à mon époque, j'avais personne. Donc, je devais être très, très créatif. Et d'ailleurs, pour finir, mon histoire, elle a duré 10 ans. Voilà, je précise, c'est 10 ans de galère. Parce que à notre époque, moi j'ai des jeunes qui étaient à Auxerre, par exemple, qui n'ont pas été gardés. Je leur propose d'aller signer en MLS à Miami. Et le mec me dit non. Parce que oui, je sais pas, c'est que 6 mois de contrat, j'ai pas assez, puis j'ai ma copine qui est là. Je veux dire, il faut comprendre que moi j'ai passé 20 essais. Dans le monde entier, j'ai galéré, j'ai tout payé, j'ai eu des claques incroyables. Et je pense que la persévérance, c'est une énorme qualité. Et d'ailleurs, j'ai jamais pris un centime à personne, donc je peux pas, je m'étais condamné de rien. C'est une histoire un peu drôle, on va dire. Mais ouais, quand on est chrétien, normalement, on a une persévérance qui est au-dessus de la moyenne, et ça nous permet de faire de grandes choses. Ok, ben, tu fais une bonne transition avec ma question. Dans Décrassage, on se distingue des autres podcasts, des autres émissions, dans le sens qu'on met un petit peu au cœur de cette émission la place de la spiritualité et de Dieu. Dans tout ce parcours, quel est ton rapport à Dieu, à la foi chrétienne? Tu viens de parler, et qu'est-ce que ça a changé? Alors, en fait, j'étais un jeune un petit peu perdu jusqu'à mes 18 ans. Et pour te dire, je faisais du skate. Bon, le foot, ça m'amusait, mais sans plus. Et puis, j'ai perdu mon meilleur ami, qui était mon voisin de classe aussi, qui s'appelle Hugues Bulot. Et il est décédé dans un accident de voiture. Et je me rappelle encore, c'était pendant l'été. Bon, j'étais chez moi tranquille, chez mes parents. Et j'ai reçu l'appel d'une amie pour me dire qu'il était décédé. Je suis allé à l'église en Normandie, je suis retourné. Et là, en fait, tout a changé pour moi. Donc j'ai toujours été chrétien, j'allais à l'église, etc. Mais honnêtement, bah, j'étais comme beaucoup de chrétiens, on y va, mais on n'est pas appelé. Et tu vois, les catholiques, souvent, bah, ils prennent l'hostie, puis après, ils pensent que tout est réparé, ils sont extraordinaires, etc. Et puis, ils refont le mal 10 minutes après en sortant de l'église. Et c'est vrai que d'avoir perdu mon meilleur ami, ça m'a donné une force en disant, voilà, maintenant, il faut que tu penses à lui. Il faut que tu vives pour lui aussi. Et à partir de maintenant, tu vas avoir une autre vie. Donc la foi, elle est arrivée soudainement, inexplicable. J'avais 18 ans. Et là, tout a changé. Et après, avec le temps, avec des rencontres, avec Tullio de Mello, qui est un très très grand chrétien aussi, avec Roberto Firmino, j'ai rencontré l'été dernier, qui est un énorme chrétien, évangélique aussi, lui. Bah, en fait, quand tu rencontres ces gens-là, qui sont bah, des fils de Dieu, il faut dire la réalité, tu vois, qui sont envoyés par Dieu, c'est clair, bah, ça te change. Parce que moi, je suis pas à leur niveau de spiritualité, mais tu apprends beaucoup, voilà. Et après, attention, chaque chrétien a un destin. Il y en a qui sont missionnaires, il y en a qui sont prophètes. Enfin, chacun a un destin différent. On n'est pas tous les mêmes et tous les chrétiens se ressemblent pas. Alors aujourd'hui, tu t'es reconverti comme agent depuis à peu près presque une dizaine d'années. Euh, Comment on peut être sûr de pouvoir te faire confiance, sachant que tu as été un petit filou pour décrocher les contrats? On sait que les agents ont souvent une mauvaise presse. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir confiance en toi aujourd'hui si on est joueur de football professionnel? Alors, au départ, j'ai eu beaucoup de personnes proches de moi qui m'ont dit, mais qu'est-ce que t'es fou de retourner dans le foot comme agent, t'as une mauvaise image. Et honnêtement, c'est totalement le contraire, parce que la nouvelle génération, déjà, elle a énormément de respect pour mon histoire. Je reçois même des messages de joueurs de première ligue qui me disent, on veut travailler avec toi parce qu'on a vu ton histoire et on aime ça. Il faut savoir que le métier des agents, il y a un niveau qui est très faible. Voilà, c'est énormément de menteurs, de pourris. Et c'est pour ça que je suis agent aussi, parce que je veux pas laisser le football au pourri. Donc je veux continuer et je continuerai. Après, honnêtement, je sélectionne mes joueurs.
Tu vois, j'ai eu la chance d'avoir Aurélien Tchouaméni, qui est maintenant une star du Real Madrid, pendant 5 années. On a passé beaucoup de gros moments ensemble. Je l'ai connu, il avait 15 ans, il n'y avait personne sur lui, faut dire la vérité. Et quand on s'est terminé, il était à Monaco. Donc voilà, donc après, je sais aussi l'importance que j'ai dans la carrière des gens, et ça parle. Voilà, après, il y a eu aussi des joueurs doués qui n'ont pas réussi, mais je crois que le mental, c'est le plus important, et les valeurs. Après, il y a énormément de joueurs qui n'ont aucune valeur qui réussissent, hein, ça c'est clair, parce qu'ils sont très doués. Mais moi, ce que je veux, c'est des champions et des championnes. Donc, je fais même une formation pour devenir agent maintenant. Donc, pour te dire, je me suis bien développé dans ce métier. Quelles sont tes valeurs et quelle est la place de l'intégrité un peu dans le développement de ton travail? Alors, mon premier but quand j'étais agent, c'était de prendre des jeunes de cité complètement perdus, de petits clubs, et de les emmener dans les grands clubs anglais. J'ai réussi à faire ça avec Johan Abdul, qui a signé Aston Villa, alors qu'il était remplaçant à l'ACBB en 17 DSR. Donc on peut dire, j'ai vraiment fait un gros coup, parce que j'ai fait signer pro. J'ai amené d'autres joueurs à Liverpool, à Manchester City, etc. Donc je voulais montrer que moi, je ne regardais pas le CV, et ce qui m'importait, c'est la qualité du joueur. Ça a été fait. Ensuite, je voulais prendre des jeunes et en faire des grands champions. Malheureusement, il faut dire la vérité, il y a énormément de jeunes, dès qu'ils ont de l'argent, ils changent. Ils perdent tout, la famille, ils perdent toutes les valeurs. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'ai pas réussi, je dis honnêtement. Pourtant, j'ai passé du temps avec beaucoup de jeunes, etc. Mais le système, il est tellement fort qu'il détruit les joueurs, c'est tout. Et puis, malheureusement, les jeunes, ils sont très bien mentalement en centre de formation, et dès qu'ils arrivent en pro, boum, ils tombent avec les racailles, avec les mecs qui les font jouer à FIFA toute la journée, qui les sortent, etc. Les agents qui présentent les prostituées, enfin c'est un truc de fou. Le monde pro, il est pire que tout, et c'est vrai qu'il faut un sacré mental pour résister aux tentations. Et il y en a beaucoup, malheureusement, ils n'ont pas ce mental. Et donc, du coup, à travers ton histoire, le fait que tu voulais pas qu'on se focalise juste sur le CV, par rapport aussi à ton histoire, tu es allé chercher des joueurs chez qui tu voyais un potentiel pour leur montrer que c'est possible, même si on n'est pas passé par les standards classiques des centres de formation ou par les réseaux de certains recruteurs, que c'était possible de réussir dans le football. Oui, bien sûr. En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai amené des recruteurs de grands clubs anglais, parce que les Anglais, ils étaient à fond dans les joueurs français. Ils savent le potentiel, ils savent que, en fait, c'est le Brésil de l'Europe, la France, et surtout la région parisienne. Donc moi, je faisais des petits matchs le samedi matin, et j'ai amené des recruteurs de Chelsea, Manchester City, Aston Villa, Reading, Arsenal. Ils venaient, j'ai amené 30 jeunes qui ne se connaissaient pas, qui faisaient un petit match, tu vois, devant les recruteurs, et les meilleurs, ils partaient en Angleterre. Et après, ça a marché parce que après j'ai des qualités pour repérer le joueur aussi. Mais après, bon, tu sais, sur les mineurs, tu prends pas d'argent, hein. Donc moi, ça m'a coûté beaucoup d'argent de faire ça, même pour Chouameni. Pendant de 15 à 18 ans, je travaillais gratuitement. Merci pour cette réponse. Une dernière question, justement, quels sont un petit peu tes objectifs maintenant dans ta vie aujourd'hui? Quel rêve il te reste peut-être à accomplir, à développer, toujours en lien avec ta passion sûrement pour le football? Alors logiquement, j'aurai un documentaire avec une grande chaîne qui arrive, qui va être tourné à partir de septembre. Donc ça, c'est parfait. Après, j'ai organisé un très grand match de charité. Je ne peux pas encore le dire, mais d'ici quelques semaines. J'ai ma formation pour être agent FIFA. J'ai des joueuses que je vais signer dans des grands clubs. J'ai des joueurs aussi que je vais signer dans des grands clubs. Honnêtement, j'ai tout. Mais la seule chose que je souhaiterais, c'est être entouré de bonnes personnes qui ont mes valeurs. Et c'est ça le plus difficile, c'est d'être entouré de gens qui ont nos valeurs. Et c'est rare. Et tu parlais du foot féminin, il me semble que c'est un de tes objectifs quand même de voir un meilleur traitement pour ces joueuses. Après, honnêtement, j'ai déjà eu un club l'été dernier qui m'a fait une proposition qui était 2 fois inférieure au SMIC pour ma joueuse, donc j'avais pas bien compris, tu vois. Quand il me dit 700 euros, je pensais qu'il parlait par semaine, et en fait, il parle par mois. Après, c'est le business, hein, tu sais, les gens, ils ont pas de respect, hein. Tu leur dis, mais non, mais elle peut pas vivre avec 700 euros par mois. Écoute, c'est soit elle a ça, soit on trouve quelqu'un d'autre. Donc, j'ai remarqué des gros problèmes dans le football féminin. Je pense que ça sera réglé rapidement. Je pense que le football féminin a un grand avenir. Et c'est vrai que dans le football féminin, je retrouve une humanité que je ne reconnais plus du tout dans le foot masculin, où il y a aucune reconnaissance des joueurs, à part quelques-uns, hein, évidemment, qui sont rarissimes. Mais voilà, le foot masculin, c'est mon travail, j'ai pas de plaisir. Le foot féminin, c'est aussi mon travail, il y a moins d'argent, mais quel bonheur de partager cette humanité avec ces filles.
Bah, merci beaucoup Grégoire d'avoir répondu à mes questions. Alors je pourrais contrebalancer avec malheureusement l'affaire PSG des féminines qui a terni un peu l'image du foot féminin. Mais n'hésitez pas à réagir en commentaire sous cette émission sur les réseaux sociaux. Retrouvez Grégoire sur Instagram, il est aussi assez actif et puis on va suivre ton activité. Merci à toi d'avoir participé à ce face-à-face et de t'être livré en toute intimité. Merci. Merci Joël, c'était un plaisir.